Donc, on va maintenant parler des recommandations de Saint-Louis. Donc, comme Frédéric Boiron vous l'a dit, la ministre est retenue au Sénat. Donc, la clôture sera faite par le professeur Didier Sicard. Et nous allons donc, avec Denis Méchali et Harold Astre, présenter quelques propositions issues de notre expérience depuis quelques années autour des patients complexes à l'hôpital Saint-Louis. Alors... comme ça, tu switches là. Voilà, comme ça. Voilà. Alors l'image, je ne sais pas si elle passe pour évoquer la complexité. L'hypothèse, c'est que les réponses simples ne sont pas forcément les bonnes. Et peut-être que voilà, l'approche de la complexité nécessite... voilà, c'est peut-être pas si simple et un chemin difficile, un peu solitaire. Mais peut-être que c'est le bon. Voilà, on parlera de pistes de réflexion pour une approche plus globale. Et puis Harold évoquera une approche plus manager centrée. L'exposé du problème, voilà. L'idée un petit peu centrale de la journée et puis la perspective, c'est d'éviter les choix tragiques. Et vous voyez ici une illustration du naufrage du paquebot La Bourgogne. Et quand on regarde un petit peu en détail ce qui se passe, c'est que finalement quand le système le bateau est plein, les personnes qui voudraient bénéficier du radeau, en fait, ne peuvent pas y rentrer. Et vous voyez que la stratégie des marins, c'est soit le poignard, soit les bâtons pour empêcher les personnes de rentrer et de bénéficier du système. Donc voilà l'objectif finalement commun qu'on partage autour de cette journée. Alors est-il possible d'aligner des intérêts qui apparaissent disjoints, ces intérêts, les usagers, les professionnels de santé, ceux de l'institution, ceux de la collectivité et encore plus loin des générations futures? Il nous semble que oui. Et donc c'est l'idée de l'approche collaborative, de l'approche du décloisonnement qui permet d'unir tous ces intérêts et de les aligner. Voilà, c'est une boussole face aux décisions, aux situations complexes. Alors, bon, on a déjà montré cette image, c'est pour expliquer que la réalité est complexe. Et voilà, c'est la fable bien connue des 6 aveugles et de l'éléphant. Et chaque aveugle a l'impression que l'éléphant est soit un éventail, une lance, un mur, une corde, un arbre, un serpent. Et en réalité, voilà, c'est tout à la fois. Et donc, pour avoir une image la plus proche de la réalité, mais il faut être à plusieurs pour éclairer la réalité. Alors, face aux situations complexes, qui sont caractérisées par une pathologie lourde avec une problématique financière, une problématique sociale, que faire? On est souvent très en difficulté pour savoir quel chemin prendre. Et finalement, voilà, pour les réunir, il faut une réflexion globale et collégiale, pluriprofessionnelle. Alors, quelques pistes. Denis, peut-être que tu veux commenter les pistes de l'approche globale. Les situations donc obligent un petit peu à cette analyse-là. J'étais un petit peu troublé parce que je me disais que finalement je n'avais pas forcément envie de vous dire plus que 2 ou 3 mots qui pouvaient être celui de l'humilité, de créer ou de susciter une confiance qui est repris un peu ici dans l'idée de l'échange clair, transparent et loyal, et essayer de créer cette empathie, cette bonne distance, tout en ayant à l'oreille ce qu'on a entendu toute la journée, ou juste dans la table ronde précédente, c'est-à-dire que des gens sont très très loin et sont plutôt dans une défiance liée, pas à une mauvaise volonté des acteurs, mais à une complexité qu'ils ne maîtrisent pas, et des médiateurs, des tiers qui ne sont pas toujours présents.
tu passes une plaque ou Voilà, donc c'était donc le point numéro 1, c'est finalement prendre le temps d'une analyse approfondie de la situation, hein, parce que c'est vrai qu'on en discute souvent dans nos échanges. Une des difficultés, c'est évidemment de partir sur un mauvais chemin, d'abord médical, foncer tête baissée, puis là c'est beaucoup plus compliqué, ça prend du temps et ça prend aussi de l'argent de rattraper, de retrouver le bon cap, hein, pour prendre toujours la métaphore de la navigation et de la boussole. Donc voilà, et le temps qui présuppose un entretien approfondi avec le patient, et le petit point sur la bonne distance, qui implique aussi l'empathie, mais la bonne distance. Et concernant l'attente du patient, ben des fois, tu veux commenter, Denis, ou voilà, C'était l'idée précédente que je redis encore une fois, c'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement un ajustement entre des demandes qui peuvent être excessives ou irréalistes de la part du patient, mais en même temps, il s'agit de ne pas perdre le contact, de rester malgré tout dans un lien. C'est un travail, mais qui n'est pas forcément si compliqué, qui au contraire, justement, c'est pour ça que les soignants doivent faire souvent un travail sur eux-mêmes pour retrouver une humilité, une simplicité qui permettent de gérer ces choses-là. On a résumé un petit peu sur cette phase du dialogue approfondi et des informations loyales redonnées. Voilà, finalement, face à la complexité, il faut faire simple, prendre le temps d'appréhender la situation et puis interroger la demande du patient. Ça paraît évident, mais dans notre expérience, combien de fois on a demandé aux médecins spécialistes que souhaite le patient, et la réponse a été « je pense que ». Donc ce temps-là est fondamental et il permet justement de répondre à la demande, et parfois on ne peut pas y répondre. Et c'est là où intervient la formation transparente, et qui est parfois difficile, mais qui est nécessaire et finalement, au final, bénéfique pour le patient. Alors, quelles sont les conditions de la mise en œuvre? Alors, je dois dire que j'ai repris l'idée du chef de service de Pascaline, le professeur François Goldwasser, qui nous a suggéré cet acronyme. Donc, il faut agir précocement, early. Il faut agir de façon systématique, hein, ne pas rater le, entre guillemets, bed blocker qui va rester des semaines en hospitalisation sans prise en charge, systématique. Et dans une collégialité, together, une collégialité pluriprofessionnelle. Alors, donc ce qui nous donne l'orientation de l'Est, mais on va compléter de ce qui a été dit aujourd'hui. Il y a une double, c'est un autre Est, c'est quelles sont les conditions d'application de cette collégialité. Eh bien, c'est une égalité ou une équité, c'est-à-dire que les personnes qui prennent la décision sont dans une horizontalité, chacun a le même poids. Sécurité, safety. Donc en effet, se sentir en sécurité, ça veut dire se sentir légitime de prendre la parole. Donc c'est le dernier point, être en confiance, et c'était le troisième point de la journée. Après l'adaptation, la coopération, la confiance, finalement, voilà, se sentir en confiance. Donc une nouvelle boussole de l'orientation pour mettre en œuvre ces conditions de la délibération, mais aussi, et finalement, on va repasser sur un autre cap en rajoutant la sagesse pratique et le W, et finalement, on peut aussi retenir l'acronyme WEST quand on associe la nécessaire sagesse pratique à la prise de décision. Alors, deux notions clés à ce stade, le découplage et la non-dépense. Le découplage, donc ça a été évoqué par Florent dans les propos introductifs. En effet, on est face à deux types de situations, pour être caricatural dans l'hôpital, les situations simples, pour lesquelles on peut appliquer une approche standardisée, entre guillemets, industrielle, et ces situations complexes qui nécessitent une approche sur mesure, qui nécessite du temps, une grande composante d'humain. Et donc, avec cette idée de découplage, aller vite sur les situations simples, et prendre le temps sur les situations qui le nécessitent. Donc ce découplage permettant d'éviter les déséconomies d'échelle. Et puis donc c'est la logique de la non-dépense. Finalement, c'est assez instinctif, c'est assez évident. C'est investir un petit peu de temps pour en gagner ensuite, un petit peu de temps ensemble, oui, pour en gagner ensuite. Et puis, ce qui va avec, une petite dépense pour de grandes économies. Et donc un retour sur investissement très positif, et en effet, moins et moins, ça fait plus. Donc rapidement, voilà, on peut allier l'impact positif pour les patients, un traitement plus adapté, des soins coordonnés, sur mesure,
Pour les professionnels, on diminue la charge de travail, puisque finalement, on l'a prise au début et elle n'impacte pas ultérieurement. Et ce qui a aussi comme bénéfice, ça réduit la charge mentale de la situation difficile, d'être tout seul à décider. Donc, ce qui augmente aussi la qualité de vie au travail. Et puis, pour l'hôpital, ça réduit l'emprise sur l'outil hospitalier et donc les coûts. Et donc, le dernier petit schéma, avant de passer la parole à Harold, qui allie les deux termes de la journée, finalement, alors qu'on a l'impression d'une faille qui se creuse entre les valeurs hospitalières et les questions économiques. L'hypothèse qu'on a travaillée toute la journée, c'est de se dire que la coordination pluriprofessionnelle, en étant tous ensemble, eh bien, ça permet à la fois d'allier les intérêts des patients, des professionnels, de l'institution, et aussi d'être dans une logique vertueuse de réduction des dépenses pour l'institution, la collectivité et les générations futures dans une perspective de durabilité. Harold ? Donc rapidement pour terminer, l'objet c'était de faire remonter le travail qu'on avait fait avec l'ANAP et le collectif national des passes il y a maintenant un peu plus de 2 ans, et de sortir aussi de la journée en se disant qu'est-ce que je ramène dans mon établissement, quelles sont les questions que je vais pouvoir poser de façon concrète et comment je vais étudier cette question. On s'est rendu compte pendant cette étude de ANAP Collectif Pass, qui a porté sur 75 passes et près de 400 répondants, que quand on interrogeait les professionnels sur les points faibles, bien sûr la question des effectifs apparaissait, mais je ne pense pas que ça peut être différent d'un certain nombre d'autres services, mais il y avait beaucoup d'autres axes d'action qui étaient ciblés comme des points faibles et qui sont des axes simples, immédiats, sur lesquels on peut avoir un impact concret à moindre coût, comme la communication autour du lieu, les violences à l'intérieur du lieu, le réseau, la constitution d'un réseau pour la passe. Donc sur ce graphique, ce nuage de mots, on retrouve l'ensemble de ces points faibles qui sont listés et qui sont autant de leviers d'action pour aller identifier sur le terrain de la passe hospitalière les leviers d'amélioration. Et évidemment, on peut s'appuyer pour ce faire sur des points positifs qui sont signalés également par les professionnels de terrain, la pluridisciplinarité de ces structures-là, mais aussi la capacité de réactivité, la dimension partenariale de ces structures, qui sont autant de leviers qui, une nouvelle fois, peuvent être développés de façon simple et concrète à l'intérieur des structures. Alors, qu'est-ce qu'on fait en rentrant d'ici ? On avait souhaité vous donner un petit livret avec une évaluation qu'on peut faire dans son établissement quand on rentre en tant que manager hospitalier. Et après, on s'est dit qu'on allait le garder, qu'on allait vous demander de venir nous le demander, parce qu'on est autant intéressé, je pense, par les réponses que vous ne pouvez l'être par l'évaluation. Parce que ce sont des données que nous avons très peu. Quand j'étais en stage à la PHP, on avait travaillé sur les admissions en non-valeur et les facturations sur les patients démunis, les facturations en traitement externe sur les patients démunis. Et on voyait qu'à fil actif comparable, le coût moyen d'un patient, en gros, non facturé, c'est ce qu'on appelle les patients démunis dans SAP, enfin dans le logiciel de gestion, sur ces patients-là, ça allait de 800 € à 100 € par structure. C'est-à-dire qu'on avait d'énormes disparités sans qu'elles soient réellement évaluées. Cette étude-là, c'était la première fois qu'elle était conduite au sein de la PHP, et on a aperçu ça, que ça coûtait 120 € dans tel hôpital, et qu'en moyenne, le patient coûtait 800 € dans tel autre hôpital, ce qu'on a trouvé considérable. Donc on a travaillé sur un petit guide, et je l'avais fait dans le cadre dans le travail de l'ANAP, et ensuite ça avait fait l'objet d'un mémoire, sur d'abord établir un pré-diagnostic financier sur cette structure, à partir d'indicateurs très simples, la file active, le nombre de consultations, quelle est la MIG dont je dispose, est-ce que j'ai construit un CREA, est-ce que j'ai construit un compte de résultats qui me permet de regarder vraiment la réalité du terrain, la notion de dépenses et de recettes en face, et ensuite des indicateurs sur la facturation des munis, le taux de créance irrecouvrable dans l'établissement. Rien que ce petit travail, pour l'avoir effectué à Poitiers, ça peut déjà prendre des semaines pour sortir des données propres et utilisables, et ça permet déjà d'avoir une première vision concrète de la situation, d'avoir un premier pré-diagnostic sur le plan financier. Mais ensuite, on peut aller plus loin dans le diagnostic, d'abord en évaluant les besoins, donc avec des questions très simples, encore une fois, qu'on peut vous donner, il y aura une adresse mail à la fin si vous le souhaitez. L'établissement dispose-t-il d'une passe, et de quel type de passe s'agit-il? Bon, des questions très basiques. Et ensuite, aller regarder par les urgences. On en parlait ce midi avec un collègue des ressources humaines on se disait, mais est-ce qu'on est obligé de regarder les choses par le biais de la passe? Est-ce que les urgences, ce n'est pas le corollaire de la passe? Et quand on regarde le nombre de passages sur des niveaux de sévérité 4 et 5, c'est-à-dire des niveaux de sévérité qui ne sont pas les plus graves, des patients qui auraient pu être pris en charge en ambulatoire, et qui sont sans couverture sociale, ça permet de savoir tout ce que la passe ne récupère pas comme patient.
Ça permet de regarder comment l'établissement fonctionne, comment il accueille ses patients et quel est le profil de la patientèle qui vient aux urgences. On a fait cette étude aussi également sur Poitiers où on a 4 passes et on a relevé très peu de ces patients-là, notamment du fait d'une bonne performance du dispositif passe. Donc sans forcément évaluer son dispositif, on peut déjà regarder les urgences, regarder la typologie des profils qui s'y rendent et quel est finalement le taux de passage. Et au passage, on peut interroger les chefs de service et l'encadrement de façon assez simple, en directoire ou dans une instance, sur comment ressentent-ils cette situation. Ont-ils l'impression qu'il y a un surplus de patients démunis qu'ils ne savent pas gérer? D'ailleurs, le rapport sur les urgences du professeur Graal récemment le disait, c'est que la plupart des situations aujourd'hui qui se présentent aux urgences ont un rapport ténu avec l'urgence, et les professionnels qui sont aux urgences n'ont pas la formation pour traiter des situations aussi complexes. Et pourtant, ces patients se présentent aux urgences, et déjà un petit regard sur quel est le taux de patients qui passent par mon SAU permet d'avoir cette première évaluation. Et ensuite, on a fait une batterie de 8 indicateurs, donc sur 8 gros items que sont l'accessibilité, la prise en charge médicale, les ressources humaines, les finances, le parcours et vraiment le niveau ultime, l'humanisation. Alors là, ça passe par une étude beaucoup plus approfondie, qui chacun fait l'objet de 5 critères d'évaluation que vous pouvez reprendre dans votre établissement en vous disant « Est-ce que j'ai une passe? La passe est-elle connue? Y a-t-il une signalétique ?» qui sont encore une fois des questions très simples, mais qui répondent aux problèmes que j'ai signalés tout à l'heure dans les points faibles listés par les professionnels. Quand la méconnaissance du dispositif est un problème principal et qu'il suffit d'ajouter une signalétique, ce sont des réponses simples à des problèmes simples, mais pour autant qui ont un impact majeur sur la façon dont fonctionne la structure. L'accès à l'interprétariat professionnel, les brochures. Donc je ne vais pas passer sur tous les indicateurs, il y en a 5 pour les 8 items. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire ce diagnostic dans votre établissement. Nous, l'idée avec Claire Georges, c'est de pouvoir aussi collecter ces données de façon anonymisée pour qu'on puisse derrière observer ce qui se passe dans la réalité. Ce sont des données dont on ne dispose pas au niveau national, et les colliger dans une base anonyme permettrait de vous faire un retour et surtout d'avoir des éléments de réflexion, voire de négociation. Merci beaucoup.